Quel monde, combien de fois on ne s'est pas dit ça en regardant tout ce qu'il se passe sur notre planète. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche sur Spotify et sur YouTube pour décrypter ensemble l'un des grands enjeux de l'actualité internationale. Et ce soir, plutôt que de décrypter justement un sujet, on va tenter de le comprendre au plus près de l'action. Pour ce nouvel épisode de Quel monde, je reçois quelqu'un qui va là où les caméras ne vont plus et surtout il y reste. Là où la peur fige, lui décide d'avancer. Depuis 2022, il sillonne l'Ukraine avec un micro et un petit carnet. Je suis très heureux d'avoir près de moi ce soir Arnaud de Decker, un reporter de guerre. Salut Arnaud. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation Arnaud, parce qu'autant j'adore recevoir des profs d'UNIF, des experts, des diplomates, autant les récits de terrain, moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort pour un petit peu comprendre aussi tout ce qui se joue, notamment en Ukraine. Tu es là aussi pour ton livre, on le rappelle, oui. Invincible, de Arnaud de Decker aux éditions Kennes, un livre absolument passionnant qu'on va passer en revue, puisque ça raconte tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait en Ukraine depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Quel monde, épisode 8, c'est parti. J'ai donc entre les mains, Arnaud, ton carnet de vie de ces 2 dernières années, un livre qui raconte ton arrivée en Ukraine, tes premiers pas finalement comme reporter de guerre, dans un pays que tu ne connaissais pas si bien que ça à l'époque et qui va subir un moment d'histoire. Évidemment, c'est l'invasion russe de l'Ukraine. Et ce qui est dingue dans ce livre, c'est que tu racontes l'Ukraine de ces 2 dernières années avec des témoignages de soldats, de civils, de médecins, mais tu racontes aussi ton propre parcours, tes rencontres, mais aussi tes propres doutes. Un livre qui raconte l'histoire de ces courageux Ukrainiens, mais aussi la tienne. Et honnêtement, c'est très réussi, ça se lit très facilement et moi j'ai absolument adoré. Arnaud, ton récit, ça commence juste avant février 2022, tu décides de partir en Ukraine justement. Qu'est-ce qui pousse un petit journaliste belge, petit parce qu'au niveau de l'âge, je pense qu'on n'est pas loin l'un de l'autre, à justement partir comme ça à plus de 2000 km d'ici? Oui, alors moi j'ai toujours été passionné par aussi bien le journalisme local. À Bruxelles, j'ai grandi, je suis né à Bruxelles et donc j'ai travaillé pour les médias flamands bruxellois. C'est mes 2 grandes passions, donc le journalisme local et le journalisme international. Et je trouve ça passionnant et j'ai toujours essayé d'avoir un pied dans chaque branche du journalisme local et international. Et donc le local, ça fonctionnait bien, mais je gardais donc toujours, j'écrivais sur Bruxelles, tout ce qui se passait dans les 19 communes bruxelloises, et j'avais toujours un œil rivé sur ce qui se passait à l'international également. Sauf que voilà, quand on est jeune, moi j'ai commencé le journalisme juste après mes études, j'avais 20, 21. Difficile de se faire une place dans le journalisme, surtout au niveau international. Et donc voilà, j'ai tout tenté, j'ai voyagé énormément, j'ai fait l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie un petit peu, et j'ai essayé de faire des reportages toujours un petit peu des côtés, des aspects humains, où il y avait toujours un peu des conflits également, crise migratoire, réchauffement climatique, donc tout ce qui est un petit peu... compliqué. Les grands sujets de notre époque. Exactement, voilà. Sauf que bon, c'était difficile d'en vivre, pour pas dire impossible, surtout quand on n'a pas encore fait ses preuves, difficile de vendre les sujets, et quand j'arrivais à les vendre, je me faisais pas spécialement rémunérer correctement, exactement. Et donc voilà, c'était compliqué. Et en fin 2021, début 2022, je me disais, bon Arnaud, tu as 25 ans, bientôt 26, il est temps de prendre une décision et de se dire quelle direction est-ce que tu vas prendre dans ta carrière. Il est temps. Et donc petit à petit je me disais peut-être que je devrais faire une croix sur le journalisme international, ma grande passion, et me focaliser un petit peu plus sur ce qui se passe en Belgique, à Bruxelles, etc. Et enfin accepter un CDI ou essayer de décrocher un CDI quelque part. Pour pouvoir manger en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Et alors du coup, je continuais à bosser un peu plus chez Bruz, donc les médias locaux bruxellois, néerlandophones. Et je gardais toujours mes yeux rivés vers les conflits, les grands enjeux internationaux. Et voilà, c'est comme ça qu'en 2021, fin 2021, on voyait de plus en plus la Russie menacer directement l'Ukraine, menacer directement les pays occidentaux, très concrètement en amassant énormément de troupes à la frontière ukrainienne, en Biélorussie, dans le Donbass, il y avait de plus en plus aussi d'activités, en Crimée aussi beaucoup plus d'activités, et donc tous les yeux étaient un petit peu rivés sur cette région de l'Europe, mais c'est vrai que je ne connaissais pas spécialement, mais je m'intéressais énormément, comme plein de monde, je m'intéressais énormément.
Et puis au niveau diplomatique, ça bougeait énormément aussi. On se rappelle notamment de l'entretien entre Emmanuel Macron et Poutine à cette table de 10 mètres. C'était complètement ridicule. Mais tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup d'activités, beaucoup d'enjeux, et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui va se passer? Donc tout le monde était un petit peu dans le doute. On savait pas trop s'il fallait prendre les menaces du président Poutine au sérieux ou pas. Et donc voilà, en tout cas, personne s'attendait à une invasion massive. Donc ça, on n'en était pas encore là du tout. Hein. Ouais, il y avait les services secrets, notamment britanniques et américains, qui prévenaient d'une possibilité d'invasion. Là, même Zelensky lui-même disait arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Oui, c'est ça. On ne sait pas encore ce qui se passe. C'est ça, exactement. Puis on a vu ce qui s'est passé justement le 24 février. Justement, juste avant d'en parler, parce que tu vas nous raconter comment tu as vécu aussi ce 24 février, qui a été évidemment un tournant dans cette guerre. Parce que je rappelle que la guerre du Donbass, elle date de 2014. Elle ne s'est jamais vraiment arrêtée, même s'il y a eu une accélération aussi dans l'intensité depuis l'invasion. Mais tu dis ceci dans ton livre: fin septembre 2022, j'ai commencé à réaliser que j'étais bel et bien un journaliste de guerre. C'est quoi pour toi un journaliste de guerre? Est-ce qu'on l'est ou est-ce qu'on le devient aussi, selon toi? Je pense pas qu'on... Les gens qui disent moi ma grande passion c'est de devenir reporter de guerre, ça j'y crois pas trop, parce qu'il y a personne qui veut voir la guerre, la vraie guerre. Et en Ukraine, elle est là. C'est vraiment une guerre avec une guerre sale, très sale, mais très très brutale aussi. Toutes les armes qu'on peut imaginer sont utilisées. Ça va des obus classiques, de l'artillerie classique à la guerre de tranchées, aux drones. Donc tout est là. Personne ne souhaite ça. Personne ne veut voir ça. Et donc les gens qui disent oui, moi, ma passion, mon rêve, c'est de devenir journaliste de guerre. Alors, c'est qu'on part déjà sur des mauvaises intentions. Parce que, alors, pourquoi est-ce qu'on veut spécialement? Non. Donc, je pense que c'est une succession de facteurs qui fait qu'on est là, à ce moment-là, et de fil en aiguille, on arrive, tout fait qu'on arrive là, tout comme moi en septembre 2022, j'arrive à Kharkiv. C'était une succession d'événements qui font que, sans le vouloir, sans le décider, sans avoir de plan, on se retrouve là. Mais de fil en aiguille, c'est très important. Moi, je dis toujours, si j'étais pas en Ukraine le moment où elle a commencé, je ne sais pas si j'aurais fait la décision consciente de dire, il y a une guerre, j'y vais. Pas spécialement, parce que à nouveau, personne ne souhaite devenir journaliste de guerre parce que c'est horrible. Mais c'est ce qui est dingue aussi dans ton récit, parce que c'est vrai qu'on le vit avec toi finalement, tout ton parcours en Ukraine. Et je le disais en introduction, on sent aussi tes propres doutes, parce qu'on va parler évidemment de la résilience du peuple ukrainien, on va parler de tes expériences, notamment liées à la peur, on en parlera dans quelques instants, mais on sent aussi parfois ce décalage que tu peux avoir quand tu reviens en Belgique, avec ta famille, avec tes amis, et ça j'ai trouvé ça super intéressant dans ce livre. Justement la peur, à quel point est-ce que ça fait partie de ce métier de journaliste de guerre? La peur, c'est plutôt l'adrénaline, et surtout vouloir comprendre, vouloir voir de ses propres yeux. Alors, en se rapprochant parfois très proche. Très proche, mais pour moi, le fait d'être en Ukraine, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Si c'est pour être en Ukraine, rester à Kiev et devenir juste correspondant politique... Tu le dis d'ailleurs, ces journalistes de guerre qui restent à Kiev là où il n'y a aucun danger, honnêtement, on ne fait pas le même métier. On ne fait pas le même métier, même si c'est très important de les avoir aussi. Donc les correspondants, les gens qui suivent cette guerre depuis Bruxelles, depuis Paris, depuis Washington, c'est très important, et ils apportent un élément que moi je n'apporte pas. Moi je ne suis pas docteur en sciences politiques. Voilà, donc ce n'est pas ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, et c'est la seule raison pour laquelle je vais en Ukraine, c'est pour aller en premier lieu à Kiev, mais ensuite d'aller plus loin, parce que c'est là où j'apporte quelque chose. Et un journaliste, dans mon cas indépendant, qui va sur le terrain, si on n'apporte pas quelque chose de différent, alors autant rester à la maison. Et donc, c'est vrai qu'après, ça devient... la ligne est très fine, parce que je me suis installé pendant plusieurs mois aussi à Kramatorsk, une ville de la province du Donetsk, dans le Donbass. J'ai loué un appartement là pendant plusieurs mois. Et donc ça devient un choix conscient aussi. Et là, c'est là que tout l'enjeu est, est-ce qu'on va trop loin, est-ce qu'on va pas assez loin, est-ce qu'on prend assez de recul ou pas. Et c'est là que il est difficile quand on est seul. Moi je travaille seul, parfois avec des collègues. Que tu rencontres là-bas. Voilà, que je rencontre là-bas. L'État notamment, et puis d'autres tout au long de ton récit, justement. Exactement, oui. Donc, mais principalement seul, ou en tout cas je fais mes propres décisions tout seul, et parfois c'est difficile effectivement de prendre du recul, surtout quand on passe là des semaines et des mois, et alors on se demande, il n'y a plus d'aspect critique, parce qu'il n'y a personne pour nous
tendre un miroir pour dire écoute Arnaud, maintenant tu vas trop loin, ou c'est une mauvaise idée. Et c'est donc, bête, mais en fait, t'as même pas de boss non. qui te dit ton angle il est pas assez bien. C'est toi qui amène ton sujet puisque tu es le seul à le voir. Exactement. En fait, et à le découvrir. Exactement. Et alors là, on touche un aspect très important de mon travail journalistique en Ukraine ou ailleurs, mais c'est que je suis indépendant totalement. Et alors, en fait, c'est pour ça aussi que je suis parti et que j'ai cette approche-là sur le journalisme. Pour les gens qui sont intéressés dans le journalisme de manière générale, c'est une approche que moi je me suis créé pour moi-même. C'est-à-dire, je m'explique, il y a plein de gens à Bruxelles, qui sont passionnés comme moi de reportages à l'international, etc., et qui ont une passion, qui ont des sujets qui sont vraiment passionnants, mais qui restent à Bruxelles ou qui sont en Belgique et qui se disent bon, voilà, première étape, je vais contacter les rédactions. Et oui, mais quand on n'a pas encore fait ses preuves, quand on est encore assez jeune, personne dans les rédactions à Bruxelles ou à Paris n'attendent un mail d'un étudiant ou d'un freelance qui vient de débuter. Qui part comme ça. Personne, parce qu'on n'a pas encore fait nos preuves, et donc personne va dire ah bah oui, bah super idée, bah on va financer ce voyage, on va financer ce projet et on va garder 6 pages dans ce magazine. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Moi, je l'ai compris très tôt, et alors j'ai renversé cette dynamique, et je me suis dit bon, bah alors je vais aller sur place, quitte à payer de mes propres, financer moi-même. La précarité aussi. Voilà, oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est vraiment l'élément de passion. Il faut vraiment le vouloir. Et alors, moi, j'ai changé la dynamique, et je me suis dit bon, je vais aller sur place, je vais faire en sorte que mon travail soit bien, à tel point que les rédactions ne peuvent pas refuser mon travail parce que je suis sur place et mon travail est là. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je me suis imposé. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'allais. Et peut-être que c'est pas les bonnes motivations à l'époque, en tout cas en 2022, au début de la guerre, quand c'était pas encore une guerre très personnelle pour moi. Mais je pense que c'était aussi un des éléments qui fait que j'allais là où les autres n'allaient pas spécialement, parce que je me disais, écoute, si je vais à Bakhmout, une ville qui était assiégée, où il y avait vraiment où la guerre faisait rage, si je vais là avec des soldats, etc., et que j'ai cet angle-là et que je suis au plus proche des combats, tu seras le seul, quoi. Après, je serai le seul, et alors du coup ça me donne une notoriété, ou ça me donne en tout cas des atouts et des cartes en main pour pouvoir publier. Et donc voilà, et c'est comme ça que ça a fonctionné, et ça a fonctionné. Après, est-ce que c'est la bonne méthode ? Pas spécialement, au contraire. Mais en tout cas, c'était pour moi une des seules pour m'imposer sur ce terrain du journalisme international. Ouais, et conséquence, tu travailles avec les plus grands médias français notamment. Hein. Oui. Je peux citer LCI, je peux citer Quotidien aussi. Oui, j'ai été le cette semaine. Hein, oui, j'ai été le Quotidien. oui. Et c'est ça aussi qui était. Alors, donc je faisais mon travail et j'étais vraiment focus sur mon propre travail, et les demandes venaient les unes après les autres. C'est Quotidien qui est venu me chercher en disant Arnaud, voilà, on voit ton travail, est-ce que tu veux pas faire des reportages pour nous ? Ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, et puis d'autres médias ont suivi, etc. La presse belge flamande me suit aussi énormément. Donc voilà, ce qui fait que, attention, hein, c'est une tactique qui a marché pour moi, ouais. Mais à quel prix ? Surtout parce qu'il faut être prêt J'allais te le dire justement, parce que c'est ce qui est intéressant, et tu l'as rappelé, hein, si tu décides d'aller à Bakhmout, c'est pour justement avoir un angle différent, mais d'une certaine manière, tu te rapproches aussi du danger, tu te mets en danger et aussi. Puis surtout, dis-moi. Et puis surtout, pour arriver là, ça demande des semaines et des semaines, voire des mois de contact, et peut-être même de sacrifice, parce que ça veut dire qu'on doit arriver à Bakhmout, on ne le fait pas comme ça, il faut avoir les bons contacts, etc. Et donc ça demande du travail en amont, qui n'est pas payé, quoi. Qui n'est pas payé spécialement, mais qui fait aussi que je reste pendant des semaines, voire des mois dans ces zones-là, ce qui fait que ma vie à Bruxelles, elle est aussi un peu en suspens. Ouais. Les anniversaires, les fêtes avec les amis, les vacances même, on va en parler. Les vacances, oui, etc. Mais ce qui fait que il faut faire des choix, et ça c'est parfois aussi des décisions un peu égoïstes, parce qu'on se met un objectif qui est bon, c'est ma passion, je veux que ça fonctionne, et puis bon là on parle beaucoup de moi, mais c'est aussi la majeure partie de mon travail, c'est aussi la résilience ukrainienne forcément. Et donc c'est un combat qui est louable, et qui d'un côté, en fait c'était un peu un win-win. D'un côté c'était bien pour mon travail journalistique, et d'un autre côté je mettais en lumière justement cette résilience inspirante des Ukrainiens. Ce qui fait que si on n'a pas ces deux éléments-là, c'est difficile de suivre un combat, de suivre une guerre aussi longtemps. Donc il faut vraiment avoir plusieurs éléments qui soient alignés
pouvoir le faire aussi longtemps. Là, on parle de bientôt 4 ans. En février, ce sera 4 ans que j'ai commencé, j'avais 26 ans. La semaine prochaine, j'aurai 30 ans. C'est vraiment une partie de ma vie que j'ai passée là-bas. Le 7 décembre, il me semble. Le 7 décembre, exactement. Parce qu'on va revenir sur l'un de tes anniversaires quand tu es revenu justement d'Ukraine. On va parler de la résilience des Ukrainiens aussi, mais j'aimerais qu'on continue un petit peu sur toi, si tu le veux bien, Arnaud. Comment est-ce que tu as vécu, toi, justement, ce 24 février, cette journée d'invasion russe de l'Ukraine? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a une image qui te quitte pas, par exemple? Ouais, moi c'est toujours l'homme, il travaillait dans une boutique de souvenirs au centre de la capitale, à Kiev, et je terminais un papier pour un journal flamand sur ce que les Ukrainiens, les habitants de Kiev pensaient d'une possible guerre. Et alors, ce monsieur, il avait une cinquantaine d'années, et il me riait vraiment au visage, et il me disait, mais enfin, est-ce que tu nous as regardé? Est-ce que tu as vu les rues ici? C'est une capitale européenne, jamais il y aura des tanks ici, il n'y aura pas de bombardement, c'est complètement fou. Et après, il a quand même clôturé en disant, mais si jamais les Russes envahissent, on sera prêt à défendre notre pays. Là, tu l'as senti directement. Et là, en fait, son ton est passé de moqueur, où il me riait au visage, à très sérieux, et ça se voyait qu'il était sérieux. Et effectivement, 3-4 jours plus tard, le 24 février, 5h du matin, les premières sirènes retentissent dans la capitale. Tout le monde se fait réveiller par les sirènes, mais aussi par les notifications, parce que le pays était bombardé de tous les côtés, du sud au nord, à l'est. Alors effectivement, personne s'y attendait, et ce que les gens pensaient, c'est qu'effectivement, on l'a mentionné, il y a la guerre dans le Donbass. Elle date de 2014. C'est devenu une habitude pour les Ukrainiens. Voilà, exactement. De vivre avec ça. La Crimée, etc. Donc on pensait à une montée en intensité là, mais il faut savoir que le Donbass, Donetsk, etc., c'est à des centaines de kilomètres de Kiev. Donc c'est très loin. C'est gigantesque l'Ukraine, on ne se rend pas compte. C'est gigantesque, oui. Donc géographiquement, mais aussi dans les esprits, ça faisait 10 ans que cette guerre, elle était là. Donc Kiev et le Donbass, c'est vraiment deux, ou en tout cas à l'époque, c'était complètement différent. Et puis la guerre a commencé, et là, alors dans les rues, le chaos, la panique. Moi, j'étais pas spécialement préparé pour. J'avais 26 ans, ça faisait que 3 semaines que j'étais en Ukraine. Et ce qui m'a marqué, c'est les femmes et les enfants, et surtout les hommes qui allaient déposer leur famille, leurs femmes, leurs enfants à la gare, et ils se disaient au revoir, et c'était le chaos total. Et il y a beaucoup de gens aussi qui décidaient d'attendre avant de partir précipitamment, et qui passaient des nuits entières dans les stations métro de la capitale. J'ai passé également 2 nuits avec les civils, hein, et ils avaient leurs animaux de compagnie, les chats, les chiens, même des perruches, des perroquets, etc. Donc c'était vraiment... Et ils avaient leurs petites valises, et ils dormaient à même le sol. Et puis... dans les rues, il y avait des officiers du gouvernement qui déposaient des caisses avec des Kalachnikov, des fusils, des AK-47, et les hommes étaient invités à les prendre, vraiment cueillir une arme et à les défendre la capitale. Donc c'était vraiment une scène totalement... Oui, très très forte. On voudrait en faire un film, on dirait mais c'est pas réaliste, alors que c'est vraiment exactement ce qui se passait. Et donc voilà, moi j'étais pas préparé pour du tout, et c'était pas mon ambition de devenir reporter de guerre, parce que je le répète, les gens qui disent ou qui fantasment là-dessus, c'est un petit peu bizarre, et quasi malsain presque, un petit peu. Exact. Et donc moi j'avais vraiment peur, et je me disais mais qu'est-ce que je fous ici, et donc j'ai documenté mon départ vers la Pologne, qui a duré 1 semaine. En train, hein, c'était et c'est compliqué, puisque tu n'es pas le seul à avoir eu cette idée. Non, exactement. Ouais. Donc des millions de personnes ont quitté l'Ukraine à ce moment-là, et forcément plus d'avions. Donc il y avait que quelques postes frontaliers avec notamment la Pologne, où c'était le chaos. Plein de familles, moi y compris, ont marché les 40 derniers kilomètres vers la frontière à pied. Enfin, c'était vraiment le chaos. Et puis arrivé en Pologne, grande solidarité avec tous les Polonais qui aidaient les Ukrainiens. Mais il faut bien se rappeler, maintenant on l'a un peu oublié, mais le monde entier était choqué. Toute personne ne pensait que Poutine allait lancer une guerre, la plus grande guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, sur le sol européen. C'était vraiment quelque chose. Maintenant, on l'a un peu oublié, hein, parce que on parle de beaucoup de politique, etc., etc. Mais à l'époque, vraiment, je vous invite
j'invite tout le monde à un peu se remémorer cette période-là, 2022. C'était super, quoi. C'était le choc. C'était vraiment le choc partout. Et donc la solidarité était immense. Et ça, cet élan de solidarité a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que ça commence à s'estomper un petit peu. Ouais, parce qu'évidemment, il y a aussi, on va y venir, hein, pas mal d'éléments d'actualité qui ont pu parfois aussi perturber notamment ton travail et ta relation avec les différentes rédactions. Un mot quand même sur le danger, on en parlait tout à l'heure, parce que moi j'ai dévoré ton livre, hein, je te l'ai dit, et j'ai adoré parce qu'il y avait à la fois des trucs très personnels, des trucs vraiment liés aux Ukrainiens, et puis on ressent vraiment tous les questionnements qui te passent par la tête. D'abord, pourquoi est-ce que je suis ici ? Pourquoi est-ce que j'y reste ? Et puis tu y réponds assez facilement en disant que tu es reconnaissant presque d'être là-bas, de pouvoir raconter aussi l'histoire de ces gens, et puis que tu sens aussi une responsabilité en tant que journaliste. Mais sur le danger, tu racontes notamment qu'il y a un moment une bombe qui tombe à 50 mètres de toi, quand tu es justement avec des opérateurs de drones. Là, on se dit quoi quand on ressent pour la première fois le danger, la chaleur des flammes, le bruit aussi parfois qui peut tétaniser n'importe qui. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand on est justement jeune journaliste reporter de guerre? Alors, il y a deux éléments de réponse. Il y a deux expériences différentes de vivre exactement ça, de vivre des bombardements par l'artillerie, etc. Je m'explique. Première manière de vivre ça, c'est en étant pleinement conscient des risques qu'on prend. C'est-à-dire, on travaille pendant des jours, voire des semaines, pour avoir un accès militaire sur une ligne de front. Là, en l'occurrence, c'était en 2023. Et donc pendant vraiment longtemps, il faut gagner un petit peu la confiance, mériter la confiance des soldats, parce qu'ils prennent aussi un risque en prenant un journaliste sur les lignes de front. Et une responsabilité de pouvoir te protéger, t'accompagner, etc. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'avais le feu vert de cette unité, c'était une unité de la 92e brigade mécanisée de drones, qui se battait en avril 2023 aux alentours de Bakhmout, donc dans le Donbass. Et il m'avait dit, ok Arnaud, sois dans notre base à 5h du matin, passe la nuit là, on viendra te chercher le lendemain à 6h. Et effectivement, donc j'arrive là, dans le Donbass, je dors dans une baraque, dans une maison avec d'autres soldats de l'unité. Et effectivement, le lendemain matin, à 6h, il y a un blindé qui est devant la porte. Et on est équipé, donc j'avais mon casque, mon gilet pare-balles, bien équipé. Que tu as dû t'acheter toi-même. Hein, que j'ai dû oui, pour que les gens comprennent aussi de nouveau. Exactement, oui, c'est pas évident, effectivement, il faut se procurer tout le matériel, etc. Mais c'est un choix conscient. Donc, c'est-à-dire, voilà, j'ai travaillé pendant des jours, des semaines à obtenir cet accès. C'est mon choix. J'y vais de manière consciente et je suis entouré de soldats qui savent ce qu'ils font. Et donc, j'ouvre la porte, je vois le blindé devant la baraque et on y va. Et alors là, en fait, comme c'est un choix conscient, on met notre vie, enfin moi, je mets ma vie dans les mains de ces soldats qui savent ce qu'ils font. C'est aussi leur choix de me prendre, de m'amener. Ils prennent aussi un risque, donc ça veut dire que c'est aussi calculé et réfléchi, même s'il y a toujours des éléments qu'on n'a pas en main. Mais c'est calculé au mieux qu'on puisse calculer ce genre de mission. Et surtout, grosse nuance, c'était en avril 2023, avant la montée en puissance de l'utilisation des drones kamikazes qui ont tout changé. Donc ça, c'est quand cette bombe elle tombe. Voilà. Et donc on arrive, et moi, je me répète un petit peu, mais j'avais littéralement mis ma vie dans les mains de ces soldats. C'était un gars de mon âge. Son nom de code, nom de guerre, c'était Fire, feu, parce que il était pompier dans une vie antérieure. Et donc il s'appelle Fire, mon âge, et donc j'avais directement un lien assez intime avec lui, dû par le fait qu'on avait le même âge, et on allait ensemble sur le front. C'était presque deux enfants assez naïfs, qui allaient passer quelques heures, voir quelque chose d'improbable, de surréel. Et donc moi j'ai entière confiance en cette équipe, en Fire, et donc je mets ma vie littéralement dans ses mains. On arrive, tranchée, bombardement, on entend les kalachnikovs, les coups de feu, etc. Et là on s'approche vraiment au plus près des combats, parce que ce soldat Fire voulait moi je filmais tout, c'était pour Quotidien notamment, et voulait me montrer un petit peu vraiment le cœur de l'action. Et donc on s'approche très très près des positions russes, jusqu'à 500 mètres. Et là je réalise une interview de Fire, du soldat, et on discute, et un tank russe nous avait vu au loin, et il commence à nous tirer dessus le tank nous tire dessus, nous prend pour cible, et il commence à bombarder. Et alors là, un premier obus, un premier tir du tank, on se met à couvert, un deuxième, un troisième, un quatrième, et là on a vraiment compris que c'est nous qui étions visés, parce que les Russes étaient vraiment tout près.
Et puis alors là, on se met à couvert. Et Fire dit bon Arnaud, là c'est chaud. Là c'est chaud. C'est nous qui sommes visés directement. Et là je me rappellerai toujours. Il me dit bon, on n'a pas le choix. Je compte jusque 3. 3, 2, 1. Et on se lève de l'abri et on commence à courir. Et d'autres soldats se sont mis à courir avec nous. Et alors là, tétanisé. Comme dans les films, quoi. Comme dans les films, mais tétanisé. Et je me rappelle, comme c'était en avril, il y avait encore un petit peu de boue partout. Et donc mes pieds s'enfonçaient dans la boue. Et j'avais une crampe dans le mollet droit. Mais il n'y a rien qui compte. Tout ce qui compte, c'est courir et suivre les ordres du soldat. Et voilà, donc tout le reste ne compte pas. Jusqu'au moment où on arrive un peu plus à l'arrière dans les tranchées. Et j'étais tout blanc, j'avais peur, etc. Mais voilà, donc ça c'est une manière de vivre cette aventure-là. De nouveau, un choix conscient, en se disant, bon, et l'artillerie aussi est relativement aveugle, c'est-à-dire qu'il y a une grosse part de chance. C'est-à-dire que, ou de malchance, pour le coup. Ou de malchance, exactement. Ouais. Ou de malchance. Mais donc ça, on n'a pas en main. Maintenant, avec l'arrivée des drones, c'est complètement différent, parce que si un drone te voit même à plusieurs kilomètres, c'est terminé. C'est tellement précis. Bon, on va y venir, parce que tu parles vraiment de la guerre des drones. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, de vivre de telles choses, je l'ai vécu dans le sud du pays, à Kherson, où là j'étais seul pour un reportage à Kherson. Donc la ville avait été libérée après des mois d'occupation en janvier 2023. Et j'étais avec mon producteur local, Fixeur, qui était très jeune aussi. Il avait 23 ans, si je ne me trompe pas. Je me permets juste, Fixeur, c'est quand un journaliste part justement en Ukraine, il y a une personne sur place qui va donner des contacts, trouver un moyen justement de locomotion, etc. C'est ça, un Fixeur? Oui, c'est ça, parce que bon, moi j'ai des notions d'ukrainien, mais bon, il faut quand même avoir quelqu'un qui est établi dans le pays. Surtout les Ukrainiens, et tu le racontes, hein, ils parlent pas très bien anglais finalement. Mais ça dépend où exactement. Mais donc à Kherson, pas spécialement. Donc il faut avoir quelqu'un qui nous aide un petit peu. Et alors là, il y avait un bombardement tout proche de la ligne de front. En fait, Kherson, rapidement, il y a le fleuve, le Dniepr, et ça forme la ligne de front. D'un côté, il y a les Russes, de l'autre côté, il y a les Ukrainiens. Mais c'est vraiment au cœur de la ville, donc c'est une ville qui est divisée en deux, avec d'un côté les Russes, d'un autre côté les Ukrainiens, et il y a toujours des échanges d'artillerie entre les deux côtés. Et alors à un moment, on reçoit un coup de téléphone de l'officier de presse qui dit, ben voilà Arnaud, il y a des bombardements, peut-être qu'il y a des victimes civiles, je vous donne les adresses, si vous voulez voir, vous pouvez aller, mais soyez prudents parce que c'est très proche de la rive. Et donc, bon, un peu naïf, en se disant bon ben voilà, peut-être qu'on aura des images fortes, peut-être qu'on pourra recueillir des témoignages, peut-être même qu'il y a des blessés ou quoi qu'on peut aider. Et donc on prend la voiture, on y va. Et en fait, on arrive et on a été pris dans une double frappe. Je m'explique, les Russes utilisent, et c'est pas nouveau, c'est vraiment documenté, notamment en Syrie en 2014, avec les bombardements sur Damas, etc. Ils envoient une première bombe, ou un drone, ou un obus. Ils attendent environ 20 à 30 minutes et ils envoient un deuxième pour cibler justement les civils qui viennent au secours des blessés éventuels, civils ou pompiers ou journalistes ou soldats qui vont essayer d'intervenir. Et donc ça, moi je ne le savais pas, je ne connaissais pas cette tactique, et donc on arrive sur place, la maison était en feu, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe, et là, à peine arrivé, un sifflement et un obus qui tombe à 5-10 mètres de nous. Mais là où c'est différent, c'est que ça nous a pris totalement par surprise. Donc, bien sûr, on est proche de la ligne de front, mais on ne s'attend pas à être directement pris par surtout après la première explosion, on se dit pas qu'on ne connaît pas cette tactique, on se dit pas ça va nous retomber dessus. Exactement. Et alors là, comme j'étais seul avec mon fixeur, on a foutu le camp. Et ensuite, le soir même, j'avais un train pour Odessa, donc on quittait la ville, j'avais terminé mon travail. Et là, je me suis dit, c'est vrai, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. En plus, j'arrive à Odessa le soir où il n'y avait pas d'électricité, pas de courant. Je devais essayer de trouver un hôtel, c'était vraiment compliqué. J'étais fatigué et je me dis, mais Arnaud, mais qu'est-ce que tu fous ici, quoi. J'aurais pu littéralement laisser la vie aux rives du Dniepr, quoi, presque. Mais à quoi bon? Et même si j'avais pris un éclat d'obus là et que j'étais blessé, personne n'était au courant, ni même mes rédactions, ni même ma famille, ni même mes amis. Et donc j'aurais vraiment laissé la vie au fin fond d'une ligne de front à Kherson. À quoi bon? Et ça, c'est vraiment, alors tu te dis, mais
j'ai envie de rentrer, quoi. Qu'est-ce que je fous ici ? Justement, parce qu'il y a pas mal de fois dans ton récit où tu racontes que tu te poses la question, parce que notamment tu rencontres 2 bénévoles, hein, Chris et Andrew, ils étaient néo-zélandais, je pense, ou australiens. Un anglais et un néo-zélandais. Voilà, c'est ça. Hein. Et un jour, ton téléphone sonne, c'est la police de Bakhmout, justement, et tu comprends qu'ils ont disparu. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là avec 2 personnes que tu avais rencontrées quelques jours, quelques semaines avant ? Ouais, donc c'est 2 volontaires. D'ailleurs, ça c'est juste avant Kherson, l'événement que je raconte. Mais bon, donc j'étais à Bakhmout, cette ville assiégée, totalement détruite et occupée maintenant par les Russes. Et donc c'était en janvier 2023. Je travaille, on essaye de documenter, de parler avec des civils qui restent dans la ville, etc. Et je rencontre 2 volontaires qui évacuent des civils vraiment à la ligne de front dans la ville de Bakhmout. Et donc je parle avec ces 2 hommes, Chris et Andrew. Mais c'était assez dangereux, il y avait énormément de bombardements et tout, donc je réalise une interview de 10-15 minutes, je filme également cette interview, et puis on décarpille parce que on avait passé des heures dans la ville, et puis voilà, c'était vraiment chaud en termes de bombardement, etc. Et donc on décarpille. Je rentre à Kiev et 3 ou 4 jours plus tard, effectivement, il y a la police de cette ville de Bakhmout qui m'appelle et qui dit bon Arnaud, en ukrainien, donc je passe le téléphone à un ami et il dit bon ben voilà, est-ce que vous avez des nouvelles de Chris et Andrew ? Et moi je dis ben non, je les ai vus il y a 3 jours à Bakhmout, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils disent ben voilà, on n'a plus de nouvelles depuis. Et en fait ils avaient été faire une dernière évacuation et ils ont été pris pour cible par les Russes. Qui, il y a beaucoup de flou sur comment ils ont disparu, mais qui ont disparu. Et 2 ou 3 semaines plus tard, on a retrouvé leur passeport et il y avait des photos publiées et ils étaient tués par les Russes. Ils avaient été capturés et directement assassinés froidement. Mais tu dis d'ailleurs, hein, j'avais 27 ans et c'était ça ou une autre histoire et j'ai jamais vu la mort d'aussi près. C'est la première fois que tu étais confronté aussi, alors pas dans ce cas-là parce que c'est par rapport à une autre histoire, mais est-ce que là, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette question de qu'est-ce que je fous là, est-ce que là on se dit pas, en fait, c'est trop pour moi, là, j'ai 27 piges, moi je me cache chez moi. Oui, mais c'est clair, mais là en fait ces 2-là, j'avais pas spécialement de lien avec eux, je les ai rencontrés une fois pendant 15-20 minutes. Non, parce que tu racontes notamment Arman Soldin, qui est journaliste à l'AFP, où là c'est une histoire qui va beaucoup plus te toucher. Voilà. Un journaliste avec qui tu as collaboré, d'ailleurs tu racontes que lui il est plus ou moins salarié, donc vous n'avez pas la même relation non plus à ce travail, et puis en un coup tu apprends la mort de ce journaliste. Là ça a changé quelque chose dans ta tête, un mec qui était beaucoup plus proche de toi. Oui, mais donc les 2 volontaires, c'est vrai que c'est la première fois que j'étais directement confronté à 2 personnes qui disparaissent et puis qui finalement ont été tuées, mais moi bien sûr ça m'avait marqué, ça a marqué la communauté internationale, mais à titre personnel pas spécialement parce que je les connaissais pas, j'avais pas de lien avec ces gens-là. Et puis, donc ça c'était au mois de janvier, et puis au mois de mai, le 9 mai, effectivement, moi j'étais dans le Donbass, Arman aussi, et on se parlait énormément parce que, on s'échangeait, on s'aide, en tant que journaliste, on s'aide, on s'envoie des pistes, des tuyaux, des contacts, et c'est vrai que le 8 mai, donc juste avant qu'il soit tué, le 8 mai, j'étais encore en contact avec lui, on se parlait par Instagram, etc. Et on était très proches aussi dans le Donbass, je veux dire très proche au niveau géographique. Il allait travailler le lendemain à Tchassiviar qui est près de Bakhmout, et moi j'étais à Konstantinivka à environ même pas 10 km. Et donc on était dès qu'il y a quelqu'un dans le Donbass, dans notre communauté, tout le monde le sait, et on essaie de garder un petit peu un œil sur ce que l'un fait, l'autre fait, pour avoir un petit peu un suivi, parce qu'on sait que c'est toujours des circonstances assez délicates, et donc on essaie de se suivre un petit peu, et puis le 9 mai, effectivement, moi j'étais avec des soldats et je vivais avec eux à Konstantinivka, qui étaient eux-mêmes en deuil parce qu'ils avaient perdu de leurs amis, de leurs collègues. Donc ambiance très lourde dans cet appartement. Et ça a picolé d'ailleurs un petit peu, je pense. Non, pas encore à ce moment-là. Non, parce qu'il y a une règle. Il y a très peu de consommation d'alcool, d'ailleurs c'est interdit. Après ça dépend de quelles unités, mais il y a des gens qui sont comme dans toutes les armées, il y a des gens qui en font abus, d'autres qui respectent ça, qui sont très stricts, mais il y a des contrôles très très stricts par rapport à ça. Mais donc là où l'armée où j'étais, enfin l'unité avec laquelle j'étais, pas du tout, mais ils étaient en deuil. D'ailleurs on venait de recevoir les images GoPro de leurs collègues qui étaient morts dans les tranchées, etc. Donc c'était vraiment un moment très émouvant, et moi j'étais là pour documenter ça. Et à un moment, je reçois un message d'un autre ami, Tom, qui me dit Arnaud, est-ce que tu as vu l'annonce sur Arman ? Et je dis quelle annonce ? Elle avait été supprimée entre temps, et je dis en fait non. Et je me dis non, mais Arman va bien, j'ai parlé encore avec lui hier soir, tout va bien.
Et en fait, 2 heures plus tard, l'AFP fait un communiqué de presse en disant ben voilà, nous annonçons le décès ou la mort de Arman Soldin. Et moi, je vois ça sur Twitter avec sa photo. Et ça, c'était vraiment du mal à réaliser. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les journalistes aussi peuvent être victimes, peuvent être... C'est dangereux, quoi. Juste avant ça, c'était quelque chose de loin. Même les 2 volontaires, oui, je les avais rencontrés une fois, mais ça reste lointain. C'est ça. Là, c'est la première fois que et ça là, me touchait voilà, autant, c'est la quoi. première fois que ça me touchait vraiment très près. Aussi bien parce que j'étais très proche de lui dans la région, mais aussi parce qu'on venait d'échanger même pas 24 heures Ça auparavant. aurait pu être toi, quoi. Et ça aurait pu être moi, parce que l'endroit où il était, Chassivière, ben, j'y étais aussi les semaines avant, etc. Donc c'est un endroit que je connaissais bien aussi. Et donc, et c'est là que les soldats qui étaient en deuil dans l'appartement, ils comprennent directement ce qui se passe. Et c'est là qu'effectivement, ils ont plus ou moins, comme ils comprenaient ce qui se passait, ils ont ouvert une bouteille de cognac. L'un s'est mis à jouer de la guitare, l'autre s'est mis à servir des verres. Et pendant toute la nuit, on a pris, comme à la guerre, quoi, on a pris soin l'un de l'autre, et c'était quelque part la meilleure manière pour moi de vivre ce deuil. C'est ce qui est dingue dans ton récit, hein, parce qu'à la fois, évidemment, les moments de danger, on est captivé par ce que tu racontes, parce que tu exprimes beaucoup de sentiments, ce que tu ressens, la température, ce que disent les gens autour de toi, mais dans les moments calmes aussi, c'est absolument dingue. Comment ça se passait justement avec ces soldats-là, hors justement fait de guerre? Comment ça se passait dans la routine? Est-ce que tu faisais partie presque de la bande? Et qu'est-ce qu'ils pensaient de ton travail aussi, ces soldats-là? Oui, ça mettait du temps. Hein. Ça mettait du temps. Et en fait, il faut toujours un petit peu se prouver parce que les soldats, c'est une communauté un peu comme... tu dois gagner ta place, quoi, ouais, presque. Un petit peu. Mais ça, c'est vrai pour les soldats au front, mais c'est vrai pour chaque autre communauté, dans chaque entreprise, dans chaque... partout, il y a une communauté et il y a un truc qui essaie de s'initier dans cette... Qui peut les mettre en danger, pour le coup. Ça, et pour le coup, effectivement, qui peut les mettre en danger. Donc ça c'est une couche supplémentaire. Mais ça, c'est dans chaque communauté qu'on voit, que ce soit à la guerre ou ailleurs. Dès qu'il y a un truc qui essaie de s'immiscer là-dedans, c'est toujours un petit peu... les gens sont un petit peu méfiants, etc. Et donc il faut effectivement un peu gagner sa place. Et le fait que j'avais déjà été pas mal sur le front, ça imposait un petit peu le respect. Ce qui fait que les portes s'ouvraient facilement à l'époque. Et donc il m'avait effectivement, et comme je restais là longtemps, et là l'aspect de temps est important parce que si on passe là 2 heures et qu'on rentre, ils se disent bon ben tu crées pas ce lien, tu crées pas ce lien, alors que moi j'étais là pour une mission de 4-5 jours, je dormais avec eux, on allait manger ensemble, etc. Et donc ça crée je faisais partie. Et au moment où je quittais cet appartement, d'ailleurs, ils étaient presque tristes parce qu'on s'entendait bien. On le ressent à fond dans oui, culture, on s'entendait bien. C'est presque un déchirement de dire bon bah Arnaud, courage à toi et on pense à toi. C'est ça. Et puis on reste toujours en contact. Hein. Et puis toutes ces personnes-là avec qui j'étais, c'était 4 ou 5 personnes, elles sont toutes mortes. Tuées au fur et à mesure de la guerre. Et donc ça, c'est aussi un aspect qui est quand même... parfois on oublie, hein, moi, mais tout le monde, on oublie que cette guerre, c'est des gens, en fait. C'est pas des gens anonymes. Et en fait, c'est ça qui est difficile à partir du moment où on commence à côtoyer ces gens-là et que ces gens-là meurent, on se rend compte que c'est vraiment du prix que les Ukrainiens payent. Et c'est ça vraiment qu'on oublie trop facilement. Parce que c'est facile de fermer les yeux et de dire, bon, c'est à 2000 km de chez nous, on ne porte pas attention. Mais dès qu'il y a ce lien humain, alors ça a une dimension toute différente. En parlant de liens humains et des choses qu'on n'oublie pas, toi tu as été à Boutcha, Boutcha qui est souvent considéré aussi comme un tournant de la guerre, hein, parce qu'on rappelle qu'il y a eu des exécutions sommaires, possiblement des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Tu savais plus ou moins, je pense, ce que tu allais découvrir en allant là-bas. Comment on se prépare psychologiquement, notamment à découvrir une fosse commune ou un cadavre qui a les mains attachées dans le dos avec une balle dans la tête? Comment est-ce qu'on se prépare à ça, Arnaud? Je ne sais pas si on sait vraiment se préparer. Après, moi je suis arrivé là donc, en avril 2022 et tous ces massacres ont été découverts 1 ou 2 semaines avant. Ce qui veut dire que j'avais déjà lu dans la presse, j'avais déjà vu des images. C'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Voilà. Parce que t'es pas arrivé en te disant waouh, qu'est-ce que je vois? Non, voilà. Donc tu t'es dit, ok, je vais voir ça. Est-ce qu'on se dit, je vais quand même me protéger un peu psychologiquement parce que je sais que je vais voir des trucs atroces? Voilà, donc d'une part, on sait que ça va être très difficile ce qu'on va voir, potentiellement. D'un autre côté, il y a aussi cette distance professionnelle dans le sens où je suis un témoin. Littéralement, j'ai une caméra en main. Et donc, ça veut dire que je regarde ce qui se passe, ce qui se déroule devant mes yeux, littéralement avec une caméra entre mes mains. Donc, il y a vraiment un filtre entre mes yeux et ce qui se passe. Il y a un filtre qui est la caméra. Ce qui crée déjà une distance. Et puis, et ça, c'est vraiment la grande différence,
je suis pas là en tant que touriste de guerre, je suis pas là en tant que témoin pour voir ce qui se passe ou quoi. Ok, non, je suis là avec une mission. Et quand on a une mission, c'est beaucoup plus facile de créer une distance. Et ma mission, c'est bon, voilà, j'arrive là. Il faut que je travaille, c'est mon métier, donc je vais parler à ces gens-là. Ces personnes-là sont impactées, souffrent, etc. Mais il faut mettre ça un petit peu de côté, avec beaucoup de délicatesse, etc. Mais c'est une mission que j'ai. Et quand on a une mission, c'est différent de se dire, je suis ici. Et c'est pour ça que c'est pour un journaliste, c'est souvent un petit peu plus facile et on a la peau un peu plus dure parce que, voilà, à nouveau, quand on a une mission et quand on est envoyé pour un média, ça donne un justificatif qui permet de prendre une distance. Exactement. C'est ça, hein. Exactement. Mais, et c'est là que je reviens sur ce que j'ai vécu à Kherson notamment, quand on n'est pas prêt à ça et quand on ne s'y attend pas, c'est là où ça nous touche le plus. Alors justement, il y a un passage qui est très fort dans ce livre, et je pense que je l'ai assez dit, mais je vais quand même le répéter. J'ai adoré ce livre, j'ai vraiment dévoré, alors que moi, voilà, j'ai suivi l'Ukraine depuis même avant 2022, j'ai fait quasi 40 jours de direct à partir du 24 février pour suivre avec des témoignages parfois très durs d'Ukrainiens cachés aussi dans les bouches de métro. Mais tu racontes notamment l'un des moments forts de la contre-offensive ukrainienne, qui était un grand moment d'espoir aussi à ce moment-là, en tout cas vu de Belgique, et tu parles notamment de la libération de la ville d'Izium. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Parce qu'il me semble que là-bas aussi c'était très dur à encaisser. Ouais, mais ça, on oublie aussi. Mais effectivement, donc c'était, il me semble, fin septembre, début octobre 2022, la grande contre-offensive ukrainienne qui a libéré de grands territoires occupés de l'oblast, notamment de Kharkiv. On oublie souvent, mais la destruction qu'il y a eu là, et qui est encore toujours en Ukraine, dans ces régions-là, c'est surréel, quoi. Et donc je suis arrivé pour la première fois à Izium, ville, mais à 90% complètement rasée, des bâtiments résidentiels éventrés, avec des bombes planantes qui se sont écrasées sur des tours de 15 étages, etc. Zone de guerre, quoi. Zone de guerre, mais vraiment Seconde Guerre mondiale, quoi. Vraiment comme des villes bombardées à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment... Et ça, on l'oublie. À l'époque, on voyait toutes ces images, mais ça montre aussi que l'humain, quand on est loin de cette guerre et qu'on oublie très facilement, on oublie ou on s'habitue. Et c'est ça qui est... Même moi, hein, parce que Izium, j'y passe encore tous les jours quand je suis en Ukraine et qu'il faut aller dans le Donbass. Tout le monde passe par Izium. Tu le vois même plus, quoi. Et tu le vois même plus. Et donc tu vois ces bâtiments qui, les premières semaines où j'y allais, j'étais scotché. Je me disais, mais waouh, mais c'est surréel. Et maintenant, j'ai mon propre véhicule, on roule, les ponts sont détruits, etc. Donc on a des passerelles, etc. On ne le voit même plus. Tout ça pour dire qu'on s'habitue très très vite. Mais donc les premiers jours, donc Izium, c'est une ville qui avait, je pense, 100 000, 80 000 habitants. Une partie a fui, mais une partie a vécu pendant 8 mois sous occupation russe. Et oui, c'était des histoires fortes. On parlait d'arrestations sommaires, on parlait de torture. Tous les hommes qui étaient là, les tatouages étaient scrutés. Quand on voyait une référence à l'Ukraine sur le corps, c'était brûlé, c'était enlevé. C'était tu racontes d'ailleurs quand tu entres dans un commissariat, hein, ouais. Et c'est là que tu découvres notamment des salles de torture. Oui, tous les commissariats de la région. Qu'est-ce qui passe par la tête à ce moment-là? Tous les commissariats de la région, notamment à Izium, dans les sous-sols, c'était vraiment des salles dédiées à la torture. Donc il y avait des masques à gaz où on étouffait les Ukrainiens, tous ceux qui étaient de près ou de loin soupçonnés de collaborer avec les Ukrainiens, avec l'armée ukrainienne. Ils étaient tout bonnement torturés, mais ça c'est vraiment de manière très très barbare. Et oui, voir des salles de torture comme ça, mais tu te dis, mais. Et vraiment à grande échelle, donc c'est pas une salle de torture, c'était pas un fait isolé. Pas une petite pièce, quoi. Non. Vraiment, donc c'était vraiment un mécanisme dans tous les territoires occupés. C'est vraiment un mécanisme qui était vraiment fait pour créer de la peur et pour vraiment montrer à la population ukrainienne qui était sous occupation, ben voilà, maintenant nous sommes ici, c'est les Russes. Et puis la propagande allait très loin, donc ils avaient leur propre journal qui distribuait aux populations ukrainiennes où ils disaient, c'était vraiment n'importe quoi, parce qu'ils disaient en plein milieu de la contre-offensive ukrainienne, donc où les territoires étaient libérés, t'avais ce magazine russe qui paraissait où il disait les Russes font du progrès, bientôt nous serons à Kiev, envoyez tous vos enfants dans les universités à Moscou, c'est là qu'il faut être, parler russe, etc. Donc c'est vraiment des éléments de propagande et ça marchait. Pourquoi ? Enfin ça marchait. Il n'y avait pas de connexion internet pour les Ukrainiens qui étaient là sous occupation. Ce qui fait que bon, ils recevaient ces magazines. La Radio Izium, c'était des Russes qui justement parce qu'il y a un moment tu parles d'un témoignage qui est quand même assez fort, hein. C'est assez tôt dans le livre. Tu dis donc il y a certaines personnes que tu vas rencontrer
montrer tout au long de ton récit, qui ont de la famille en Russie. Et tu parles notamment à un moment à une certaine Valentine et Vera, et l'une des deux te dit ceci: il y a quelques jours encore, j'envoyais des photos et des vidéos de destruction de notre ville, de notre rue, en espérant que les membres de ma famille, en Russie, se rendraient compte de ce que les Russes nous font subir. Mais il n'y a rien à faire, ils ne nous croient pas, ils parlent de désinformation et de fake news. Selon eux, il s'agit d'un grand complot, nous serions tous des nazis sous la coupe de l'Occident. À quel point tu l'as entendu souvent, ce discours-là, pour ces gens qui ont de la famille en Russie? Surtout au début. Au début, tous les Ukrainiens avaient encore l'espoir de pouvoir montrer des images et dire, mais écoutez, regardez. Ouvrez les yeux, quoi. Et surtout, c'est maman, papa, quoi. C'est vraiment des familles déchirées. Ouais, c'est pas un vieux cousin éloigné, c'est maman, papa qui sont le côté. C'est des frères, quoi. Des sœurs, des maris, femmes. C'est vraiment des familles déchirées avec deux lectures de la réalité totalement différentes. Et ça, c'était au début. Maintenant, la majorité disent on a coupé les ponts, on n'a plus de contact, et voilà, ils se sont fait une idée. Mais ça montre aussi à quel point la haine, et là je parle vraiment de haine entre surtout des Ukrainiens envers les Russes envers les Ukrainiens aussi, mais bon, c'est un peu c'est surtout agresseur agressé. Voilà, donc c'est vraiment les Ukrainiens envers les Russes. C'est vraiment en fait l'incompréhension du début a laissé place à la haine, où ils se disent mais c'est pas possible, jamais plus, ou en tout cas ça va mettre des générations avant que nos peuples, que les Russes et les Ukrainiens puissent d'une manière ou d'une autre se réconcilier. Mais et c'est pour ça les gens qui disent, les gens qui parlent de paix, ou les gens qui parlent de cessez-le-feu, de normalisation et même d'un gel de la ligne de front, etc. Moi, j'ai du mal à y croire, parce que ce que je vois quand je suis à Kharkiv, ce que je vois quand je suis à l'est de l'Ukraine, même pas spécialement à l'est, ce que je vois quand je suis à Kiev, à Lviv, je viens de voir une information, le plus grand cimetière d'Ukraine à Lviv est presque complètement saturé avec des soldats ukrainiens. Donc, le nombre de personnes affectées à cause de cette guerre est immense, et c'est tellement personnel que la haine envers les Russes est immense. Je ne vois pas comment, d'une manière ou d'une autre, même s'il y a un cessez-le-feu, ça pourrait se réconcilier à court terme, quoi. Même si on a un cessez-le-feu qui, d'ailleurs, soyons honnêtes, ça tourne en rond. Ouais. Je ne sais pas si c'est pour demain, mais oui, quand on est en Ukraine, on se rend compte de l'intensité des deux mondes et des deux narratifs, russes et ukrainiens. C'est vraiment deux mondes qui sont à l'opposé. Depuis tout à l'heure, on parle un peu des éléments négatifs. Alors je dis négatifs évidemment parce que tu es reporter de guerre, parce que tu vas au plus près du danger, parce que tu vois des cadavres, tu vois des familles en deuil, tu vois parfois des soldats qui ont perdu des collègues, des amis, tu rencontres aussi plein de journalistes, et tu comprends aussi parfois la dureté de ce travail, parce que je rappelle que tu étais jeune journaliste en arrivant, alors tu l'es un petit peu moins même si tu restes relativement jeune, mais ce livre, Arnaud, il parle aussi et surtout de cette résilience du peuple ukrainien. Est-ce que tu as une anecdote pour moi, pour ceux qui nous suivent dans Quel Monde, peut-être le moment où ça t'a le plus sauté aux yeux, ces moments de résilience, c'est-à-dire dans la guerre, les Ukrainiens qui vont faire des bonnes actions, afficher un sourire, vivre parfois aussi normalement. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te vient comme ça là? Oui, il y en a énormément. Donc, Nouvel An 2022, j'étais à Kiev, il y avait un couvre-feu à minuit. Ce qui veut dire que la fête à minuit, tu la passes. Ça s'arrête, donc tu es déjà chez toi. Et donc c'est vraiment une fête en mineur. Et je me rappelle qu'à 21h, il y avait un bar qui organisait une soirée, une fête. Et il y a une jeune fille qui avait, je crois, 24 ans. Et parce qu'il y avait de nouveau des bombardements. Ce soir-là, il y avait l'alerte anti-aérienne, etc. Donc, normalement, les gens devaient se mettre à l'abri parce qu'il y avait un potentiel risque d'attaque. Et cette jeune fille me dit, ça fait des mois que ça dure. La Russie nous a pris énormément de choses cette année. Maintenant, c'est la fête. Même s'il y a un risque de bombardement, tu m'excuseras, mais je vais aller faire la fête, je vais aller danser parce que c'est la fête. Et si même ce réveillon de Nouvel An, les Russes nous l'enlèvent, alors ils ont gagné. Alors ils gagnent si on décide d'arrêter de vivre. Et donc là, elle m'a vraiment posé un lapin. Elle me dit elle est partie, elle a été faire la fête. Et donc ça, c'était très tôt dans la guerre. Ça, c'est un des éléments qui montre que la jeunesse continue à vouloir vivre. Mais ça se traduit sous plein de formes. Par exemple, les petits journaux, les rédactions locales continuent à opérer. Et alors du coup, la poste locale, Nova Pochta, va jusqu'au plus près des lignes de front. C'est dingue. Pour aller continuer de délivrer les journaux, la presse locale
aux personnes âgées souvent qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de connexion. Ils continuent à aller délivrer la poste, les petites pensions, les paquets, etc. Et les employés de la poste, ils vont avec des véhicules blindés. Donc il faut s'imaginer un véhicule de Bipost blindé, et ils ont leur gilet pare-balles Bipost, enfin Nova Posta, et ils continuent à y aller. Et parfois il y a des bombardements, et j'ai déjà vu des vidéos où il y a des bombardements dans le village où ils doivent aller délivrer un colis. Ils y vont, quoi. Et ils y vont. Et alors ils ont leur carte sur Google Maps ou sur des applications où ils voient un peu ligne de front, et ils y vont. Et ça c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment, ça montre que oui, il y a la guerre, oui, il y a des explosions, oui, il y a un danger réel, mais malgré ça, on a un métier, il faut que le pays tourne et on va y aller. Tu racontes notamment aussi, parce que tu as d'autres éléments comme ça de résilience, Oui, que ce soit à énormément. Kharkiv, mais il y en a une, moi qui m'a un peu marqué, c'est lors de la libération de Kherson. Là, tu racontes presque une scène de joie comme tu l'as rarement vu. Incroyable. Ça aussi, c'est un peu paradoxal. Vu de Belgique, on se dit, attendez, ce pays il est en guerre, il y a des milliers de morts, et il y a parfois des scènes de joie comme ça chez les Ukrainiens. Alors, ça c'est, je crois, donc j'ai passé bientôt 4 ans en Ukraine, et il y a pas mal d'Ukrainiens qui sont d'accord avec moi aussi quand on parle de ça. C'est un des plus beaux jours pour les Ukrainiens de toute la guerre jusqu'à présent, depuis le début de l'invasion, c'était la libération de Kherson. Il me semble que c'était le 11 novembre 2022. Il y a des images, quand on tape ça sur YouTube, il y a des images qui sont absolument très très touchantes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Au début de l'invasion, février 2022, les Russes avancent rapidement sur plein de parties du front, notamment à Kherson. Et donc en quelques jours, les Russes occupent la ville de Kherson. Et cette occupation, elle a duré de début mars 2022 jusqu'au 11 novembre environ 2022, donc une période de 7-8 mois. Où c'était silence radio pour les Ukrainiens, et on parle vraiment de, je crois que c'était 250 000 Ukrainiens qui étaient sous occupation, donc c'est vraiment... On savait pas ce qui se passait, quoi. Et on savait pas ce qui se passait, et eux-mêmes comprenaient pas trop, ils disaient mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? En un coup c'était des drapeaux russes, en un coup c'était vraiment une ville sous occupation, pure et dure, avec payé en roubles, les magasins avec tous les produits locaux, etc. C'était en un coup des produits russes. Donc c'est vraiment sous occupation. Et là, il y avait des histoires magnifiques de résilience, de résistance, comme on a pu entendre aussi lors de la guerre 40-45, 40-44 en Belgique notamment. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que tu vois les parallèles justement entre... En fait, la guerre, c'est vraiment quelque chose d'universel presque. Mais bon, pour revenir sur Kherson... en novembre, après la libération à Kharkiv, c'est un collapse total des forces russes au sud. Et en quelques jours, les Russes prennent leurs affaires et vont de l'autre côté du fleuve du Dniepr. Et donc, du jour au lendemain, la ville est libérée. Et alors là, j'y étais. 2 ou 3 jours après la libération, Zelensky, le président, y était aussi. Tu vas le voir d'ailleurs pour la première fois. Oui, et alors du coup, ça c'était vraiment très très touchant. Et donc sur la place principale de Kherson, une marée de gens qui pendant des mois restaient chez eux parce qu'ils avaient peur de l'occupation, parce que de nouveau ce qu'on avait vu à Izium c'était vrai aussi pour Kherson, donc torture, chambre de torture, etc. Donc vraiment la Gestapo quasi. Et donc les gens restaient chez eux, il n'y avait pas d'internet, pas de communication, etc. Et donc quand la ville a été libérée, c'était aussi une grande surprise pour les Ukrainiens eux-mêmes qui étaient sous la ville, sous occupation. C'est-à-dire qu'en un coup, c'est plus des checkpoints russes, mais c'était des Ukrainiens qui étaient là. Et donc là, joie totale. Tous les Ukrainiens sortent, se rassemblent sur la place, et il y avait des milliers de personnes qui brandissaient le drapeau ukrainien. J'ai fait un sujet visuel pour Quotidien aussi, c'est vraiment des images super touchantes. Et à un moment, à 11h du matin, je pense, Zelensky arrive sur la place, et là c'est vraiment une fête populaire qui a eu lieu. Malgré que, je le répète, la ligne de front était à 2 ou 3 km. Les Russes étaient juste en dehors du centre-ville, mais les gens s'en foutaient, ils disaient enfin on est libre, etc. Et là où c'est catastrophique, c'est que cet optimisme après la libération, elle a fait place à vraiment, quand on regarde maintenant les images de Kherson, où il y a des safaris humains, c'est-à-dire que c'est les Russes qui sont toujours aux mêmes endroits de l'autre côté du fleuve, utilisent leurs drones pour s'entraîner à toucher des cibles, des civils, et ils chassent les civils qui vont au supermarché ou quoi, et ils chassent littéralement, donc on parle d'un safari humain. Et une fois que les Russes ont assez d'expérience, ils sont envoyés dans le Donbass, là où il y a la vraie guerre. Donc ils s'entraînent sur les civils. Il y a
des dizaines et des centaines de cas documentés, de meurtres, c'est vraiment des crimes contre l'humanité également. J'ai une question un peu bizarre, mais est-ce que tu te poses parfois la question aussi de l'objectivité ? Est-ce que tu te demandes parfois, est-ce que je ne suis pas en train de développer, parfois à juste titre, une sorte de haine contre les Russes et un amour pour les Ukrainiens ? Est-ce que ça, c'est des questions qui te passent parfois par la tête ? Alors, au début, quand j'étais vraiment plongé dedans, c'est-à-dire que quand j'étais vraiment immersé dans la guerre, parce que j'étais vraiment... surtout quand j'étais dans le Donbass, et surtout quand la guerre était très proche, c'est-à-dire que j'ai eu des bombardements aussi... Tu sentais ukrainien presque, en fait. Pas spécialement. Enfin, je veux dire, l'ennemi de la Russie, t'aurais pu mourir comme n'importe quel Ukrainien. Oui, mais pas spécialement ukrainien, mais c'est vrai que je l'ai vécu d'un côté. Et alors, quand on veut aller aux lignes de front, il faut pas se mentir, soit on va côté ukrainien, soit on va côté russe. Mais on peut pas aller visiter les deux côtés, c'est pas possible. Donc tu n'auras pas un reporter russe qui va venir sur les lignes ukrainiennes, tu n'auras pas un reporter qui va sur les lignes ukrainiennes qui va... on peut déplorer ça, mais en même temps la guerre fait toujours rage. Ce serait un petit peu bizarre, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que tu arrives à mettre l'émotion de côté, alors, en fait, au cœur de quand j'étais vraiment très investi dans le Donbass, etc., c'est vrai que j'avais une grosse sympathie pour le combat ukrainien parce que je voyais les conséquences directes de cette invasion et je l'ai vécu au plus près. Donc j'y étais le 24 février, le premier jour. Et en fait, quand on le vit, il n'y a pas de question à se poser. C'est vraiment un pays qui agresse l'autre. Au final, c'est très simple. Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup de sympathie pour le peuple ukrainien qui essaie de survivre et de combattre malgré toute attente. Donc rappelons-nous, au début c'était quand même, oui, les Ukrainiens dans 3 semaines ce sera plié, etc. 3-4 jours avant voilà, exactement. Alors maintenant ça va faire bientôt 4 ans qu'ils sont là et qu'ils continuent à résister. C'est vrai que maintenant, tout le monde a pris un peu de distance. La guerre, c'est devenu quelque chose de redondant. Donc, il y a moins d'avancées spectaculaires, etc. Et donc, c'est vrai que tout le monde a pris plus de distance. Donc, aussi bien les soldats que les civils, que par rapport à Zelensky aussi. Et moi y compris. Donc maintenant, tout le monde regarde ça de manière plus à froid, disons. Avec une certaine habitude, en fait. Une certaine habitude, mais une certaine... Normalité, mais distance aussi. Et on se dit, alors, on essaie de comprendre. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi maintenant. C'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette population russe accepte tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils vont aussi loin dans la guerre contre l'Ukraine, dans ce narratif de guerre contre l'Occident, etc. Et pourquoi essayer de comprendre ça. Et quand on creuse, c'est passionnant également parce qu'on voit que ça remonte à vraiment une nostalgie post-soviétique, etc. Sûr. Et donc aussi comment le peuple russe, soviétique à l'époque, a été construit. Et donc quand on prend la distance, on essaie de comprendre et alors du coup on voit peut-être des aspects qui sont des parallèles qu'on peut voir aussi avec d'autres pays, d'autres invasions qu'il y a eu en Géorgie, ailleurs, par la Russie, par l'Union soviétique, etc. Donc voilà, je prends un peu plus de distance, j'essaye de m'intéresser un peu plus au narratif russe pour pouvoir essayer de comprendre, voilà. Donc, oui. La vraie situation. J'aimerais qu'on termine, il nous reste vraiment en quelques minutes, 3-4 minutes, je pense, Arnaud. Je l'ai dit, moi, l'un des trucs qui m'appelait le plus, parce que, voilà, moi, j'ai suivi ce conflit depuis maintenant un certain nombre d'années, mais c'est vraiment qu'on entre dans ta tête, dans tes propres doutes aussi, notamment dans la relation que tu peux avoir avec la Belgique, avec ta famille, avec tes potes aussi. Et au moment, tu racontes, quand tu retournes sur le front, tu dis ceci, je ne préviens pas mes proches pour ne pas les inquiéter inutilement. Comment est-ce que tu gères cette relation justement avec ta famille en te disant voilà, moi je pars et peut-être qu'on se reverra plus en fait? Non, mais ça déjà on n'y pense pas. Pourquoi? Parce que si on y pense, là on reste figé sur place et on n'avance plus. Non mais t'as même dit j'ai un sentiment désagréable d'être égoïste quand tu vis avec ta mère et que tu repars. Oui, parce que quand on est en Ukraine, dans le Donbass principalement, et qu'on fait le choix conscient d'aller en mission avec des soldats, c'est un choix conscient et on ne veut pas inquiéter inutilement. Ça, ce serait... C'est une pression de plus en fait. Aussi, oui, c'est une pression de plus sur moi, mais aussi sur les personnes qui restent à Bruxelles, qui n'ont finalement rien demandé. Et j'ai pas envie de mettre un fardeau de ce que moi je suis en train de faire sur toute une série de personnes à Bruxelles, parce que au début, je faisais ça. Je gardais beaucoup contact avec des amis, etc. En Belgique, et donc je leur disais, voilà, maintenant je suis ici, je vais faire ça, etc. Mais du coup, les gens s'inquiètent, et
s'inquiètent alors qu'ils sont impuissants. Et donc on met un petit peu un fardeau sur les gens qui restent à Bruxelles, alors que je trouve que c'est pas très correct. Il y a une culpabilité finalement, parce qu'à un moment tu dis aussi tu pars au ski à un moment avec 5 potes, mais très vite tu racontes te sentir mal à l'aise, tu dis ceci, prendre du plaisir avait perdu toute sa saveur, ce voyage me semblait d'une insouciance presque obscène. Là ça veut vraiment dire que cette guerre en Ukraine, elle t'a contaminé presque. Oui, mais de nouveau c'est vraiment au moment où j'étais au plus proche au cœur du truc, et donc ce voyage au ski il est arrivé après le bombardement que j'ai expliqué à Kherson, où je me disais mais qu'est-ce que je fous ici. Je suis rentré à Bruxelles, et une fois que j'étais rentré à Bruxelles, je pars en vacances, mais alors du coup toutes ces expériences que j'avais vécues assez intenses refont surface, et alors on se dit mais qu'est-ce que je fais ici. Et alors c'est vrai que prendre du plaisir c'est un petit peu une insouciance malsaine, en se disant mais tu passes d'une situation extrême où les gens n'ont pas spécialement l'occasion d'aller en vacances, ils peuvent même pas quitter leur pays, ils sont sur le front, sur mon téléphone il y a toujours des actualités d'Ukraine, etc., et moi je suis ici en train de descendre des pistes avec des potes, et le soir aller faire des après-ski, etc. Au début c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à faire la distinction entre les deux, et alors du coup comme je trouvais ça compliqué, et je trouvais pas spécialement ma place, et surtout après ce voyage au ski, tous mes potes retournaient au travail le lundi matin, 8h, ils allaient tous au travail. Et c'est pas le même travail que toi. Et c'est pas le même travail que moi, non, mais chacun, non, ça y a pas de non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est complètement différent, effectivement. Alors, ce qui fait que moi, après ce voyage au ski, je suis le lundi matin, 9h, chez moi, et je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais ? Tout le monde est occupé. Et moi je suis ici, j'ai pas spécialement, en fait j'ai plus ma vie à Bruxelles s'est un petit peu estompée, alors que mes amis ils ont tous leur vie continue, que je sois là ou pas, leur vie continue. Et alors c'est vrai que face à l'actualité incessante de la guerre en Ukraine, forcément après une semaine ou deux je me dis écoute, la guerre continue en Ukraine. J'y retourne quoi. J'y retourne. Et justement, il y a un passage qui m'a vraiment marqué dans ce que tu as écrit. Alors on n'a pas le temps malheureusement d'évoquer notamment, parce qu'à un moment tu contactes tes rédactions, justement c'est le 8 octobre 2023. Le 7. Le 7, pardon, parce que le 7 c'est ce qui se passe évidemment avec l'attaque du Hamas en Israël, mais le 8 octobre tu tentes justement tu les contactes le 7 et le 8 elles te répondent, ces rédactions, elles te disent ceci: salut Arnaud, nous craignons que l'attention se porte désormais sur Israël dans les prochains jours, et tu dis ceci: j'assistais impuissant à ce que le fonctionnement du journalisme est le plus cynique. Là on en revient aussi parce que d'une certaine manière il y a une critique aussi du milieu du journalisme. Absolument. Mais une critique tout à fait légitime, Exactement. Et de la précarité de ce métier, mais plutôt c'est une autre citation qui m'a marqué. Tu dis ceci: après 2 ans de guerre, je n'avais pas réussi à construire ma vie ici, contrairement à pas mal de mes collègues, et ça c'était douloureux. J'avais envie de revoir mes proches, même si je savais que eux ne m'attendaient plus vraiment. Chacun menait sa propre vie et c'était bien normal. J'avais ce sentiment de ne plus être nulle part chez moi. C'est fort cette phrase. Tu l'as encore ce sentiment-là? Moins, parce que j'arrive mieux à placer mes voyages en Ukraine et quand je suis ici. Mais c'est vrai que quand j'étais bien dedans, oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Ukraine, toute la société s'est construite, s'est endurcie et a trouvé une place malgré la guerre. D'ailleurs, je dis toujours aussi ce que le président Poutine a fait, c'est-à-dire imposer à toute une société de s'adapter à une situation de guerre. C'est très difficile, et c'est une des choses les plus difficiles et les plus cruelles qu'on peut faire à une société. En plus, du côté ukrainien, ils sont forcés de le faire. Du côté russe, on doit les persuader d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Mais donc les Ukrainiens, forcément, après 1, 2, 3, 4 ans de guerre, ils ont pas eu le choix. Ils ont donné une place à ça. Et moi, comme je suis pas 4 ans d'affilée là-bas, et je suis pas ukrainien non plus, donc pour moi, ce côté-là est moins intense, ce qui fait que j'ai jamais spécialement vraiment eu ma place en Ukraine, vu que je reste un étranger. Et puis quand je rentre à Bruxelles, d'une part par tout ce que j'ai vécu en Ukraine, mais d'autre part aussi parce que la société bruxelloise, belge, on parle d'autre chose, et donc non seulement ils ont continué leur vie sans moi, et puis à partir du moment où tu passes 5 semaines d'affilée en Ukraine, les gens passent à autre chose forcément. Bon, ils sont contents de te revoir quand tu es là, on va boire un verre, mais ça s'arrête là. Bon, donc il y a cet aspect-là où plus personne t'attend, ce qui est normal, mais il y a aussi l'aspect société qui est qui a évolué sans toi. Et donc forcément, comme je suis plus trop à ma place à Bruxelles, je me dis en fait l'Ukraine me manque, là les gens me comprennent, etc. Donc je retourne en Ukraine, mais en Ukraine assez rapidement on se rend compte aussi qu'ils ont fait un travail que moi je n'ai pas fait parce que je suis rentré à Bruxelles, et donc il y a une dualité. Tu fais pas partie de cette société ukrainienne, quoi. Ni ukrainienne, ni
je fais partie de la société mais tu t'en belgo-bruxelloise. écartais en allant en Exactement. Ukraine, quoi. Et donc il y avait un gouffre, un fossé, une dualité qui, plus les mois passaient, plus mes expériences, plus je me perdais dans le Donbass, plus ce gouffre s'agrandissait et puis moi je tombais dedans et puis voilà, ce livre m'a aussi permis de de rendre hommage déjà à toutes les personnes qui ne sont plus là, qui ont été tués, que je connaissais, tous les Ukrainiens qui continuent à se battre aujourd'hui après bientôt 4 ans, et puis surtout aussi une tentative d'expliquer ce que la guerre fait avec quelqu'un qui au final n'a rien à voir avec la guerre et qui est tombé dedans au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un petit peu les 3 éléments de ce livre. Un livre absolument passionnant, je le dis pas souvent, hein. Tu peux aller vérifier dans les autres émissions évidemment, c'est très gentil, sur LN24, livre passionnant d'Arnaud de Decker, Invincible évidemment au pluriel, hein, puisqu'on parle notamment de la société ukrainienne, mais aussi de ton travail, Arnaud de Decker, de journaliste de guerre. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci pour l'invitation. Ce livre évidemment est disponible dans toutes les bonnes librairies et c'est aux éditions Kennes. Merci surtout à vous d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre tous les dimanches soirs, évidemment sur YouTube ou sur Spotify. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker pour donner encore plus de résonance évidemment à ce podcast. Je vous retrouve dimanche prochain et jusque là vous savez où ça se passe, sur nos pages Instagram et nos pages TikTok. Prenez soin de vous et rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité évidemment. Merci beaucoup.